Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, moi c'est Thomas et je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, comment ça va? Ben ça va super, très heureux de vous retrouver tous dans ce live puisque nous sommes sur Twitch en direct comme tous les lundis à 20h30 en compagnie du chat. Salut le chat bien évidemment, et nous sommes évidemment tous les mercredis dans vos applications de podcast préférées. Bien sûr, n'oubliez pas de follow tout. Voilà, là où vous nous suivez d'habitude sur vos applications de podcast, n'oubliez pas les étoiles, c'est très important. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. La vidéo, c'est YouTube, Dailymotion, le live, c'est sur Twitch, tous les lundis à 20h30. Tout ce qui est tweet, etc., Twitter, Instagram, Facebook, bien sûr. Les shorts, c'est sur YouTube, mais aussi sur TikTok, les formats verticaux, bien entendu. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. D'habitude, on fait les brèves, le point box-office d'Adrien. La grosse discussion cette semaine, on a décidé de la centrer sur DC Studios et potentiellement la mort de DC Studios, en tout cas la mort d'un modèle, peut-être. On verra ça tout à l'heure dans la discussion. Le radar des sorties, et enfin, notre avis sur One Piece du côté d'Adrien, et la saison 3 de The Witcher de mon côté, tout ça en fin d'émission. C'est parti tout de suite avec... La première news, c'est évidemment le raz-de-marée One Piece, sans mauvais jeu de mots, avec jeu de mots, on ne sait pas. Le raz-de-marée One Piece en tout cas, peut-être une saison 2 sur Netflix, Adrien? Ouais, bah comme tu l'as dit, raz-de-marée déjà, parce que d'après comment Netflix et en tout cas les fans de One Piece, ce serait la série numéro 1 dans 84 pays. Donc Netflix n'a pas encore communiqué exactement sur les chiffres d'audience de One Piece, mais ça semble déjà être un énorme succès qui potentiellement en fait pourrait dépasser même mercredi et Stranger Things saison 4 au niveau du lancement. Voilà, donc c'est un énorme week-end pour One Piece, on attend les chiffres officiels, et donc saison 2 qui est très attendue évidemment par tous les fans, parce que là la saison 1 a couvert un seul arc de l'œuvre d'Eiichiro Oda, donc on sait que One Piece c'est quand même un énorme morceau qui n'est toujours pas fini d'ailleurs au Japon, et donc on sait à peu près où ça peut aller avec un personnage très important du manga qui a été teasé à la toute fin de la première saison sur Netflix. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'évidemment, il y en a plein qui n'ont pas encore vu cette saison 1, mais voilà, ça donne un avant-goût de ce que peut donner la saison 2, et puis on sait que pour l'instant, évidemment, Netflix se focalise évidemment sur la saison 1 et sur les retombées que ça va donner, quoi. Super. Bon, en tout cas, One Piece saison 2, il y a des chances que ça se fasse, hein. J'ai l'impression que Netflix y croit énormément. Disney+, passons de studio streaming en studio streaming. Disney+, qui a lancé il y a 3 semaines déjà, il y a 2 semaines, Ahsoka, sa nouvelle série Star Wars, est plutôt très content des chiffres que cela génère, puisque le premier épisode, vous savez que c'était un début en 2 parties, en 2 épisodes, comme souvent sur Disney+, le premier épisode a d'ores et déjà généré 14 millions de visionnages. C'est énorme, et c'est un des premiers, en fait, de lancement pour la plateforme. Évidemment, ça se passe bien. Déjà, pourquoi? Parce que c'est Star Wars. Ensuite, c'est un personnage qui est plutôt apprécié de certains fans de Star Wars aussi. Donc, évidemment, tout ça, ça a plutôt bien marché. Ça a plus marché que Obi-Wan Kenobi la semaine dernière. Et effectivement, nous, on a plutôt bien aimé, en tout cas, ce qu'on voit sur ces 3 premiers épisodes. On vous en parlera d'ici quelques semaines, très probablement dans notre partie reco. Voilà pour Ahsoka. Parlons d'une date de sortie très attendue, c'est celle du nouveau Miyazaki, du dernier Miyazaki potentiellement, Le Garçon et le Héron. Adrien, tu l'as vu puisque tu étais au Japon cet été et tu as eu l'occasion d'aller le voir en salle. Est-ce que c'était bien? Dis-nous est-ce que c'était bien? Oui, c'était bien. C'était pas mal. C'était pas dingue, mais c'était pas mal. Mais je vous renvoie plutôt à notre vidéo spéciale consacrée en fait à mon avis, sans spoiler, sur Le Garçon et le Héron, que j'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de voir au Japon le 14 juillet dernier. Il est sorti le 14 juillet exclusivement au Japon. Et donc là, la news qui nous intéresse, c'est surtout en fait la date de sortie française du Garçon et le Héron, qui sera distribuée en France par Wild Bunch et qui sortira le 1er novembre dans les cinémas français. Donc voilà, il va falloir attendre 2 petits mois avant de découvrir Le Garçon et le Héron en salle. Et pour ceux qui ont la chance d'assister au Festival Lumière à Lyon, il y aura une avant-première le 17 octobre. Voilà. Pour l'instant, on en sait évidemment, enfin, sauf ceux qui l'ont vu comme moi, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur le film. Mais attention, une bande-annonce officielle sera diffusée ce mercredi, donc le mercredi 6 septembre sur Internet. Et donc là, forcément, on en saura un petit peu plus. Évidemment. Bon, 1er novembre, en lieu et place de Dune partie 2, qui a été repoussé, comme nous vous le disions, la semaine dernière dans le précédent épisode de Pop News. Parlons un petit peu de Disney, puisque vous savez que Disney est un petit peu
de toutes les unes d'articles en ce moment, et ça devrait pas spécialement leur faire plaisir hein, chez les grands pontes de Disney, puisqu'un certain nombre d'employés du côté des effets spéciaux chez Walt Disney Pictures ont donné leur accord pour entrer dans un syndicat, celui de l'IATSE, qui s'occupe en général des travailleurs de l'ombre des entreprises du divertissement américain. Donc ça fait, il y a une super majorité de gens qui travaillent là-bas. Alors c'est 18, a priori ils sont pas tant que ça m'étonne un peu, mais écoute, pourquoi pas, qui ont donné leur accord pour voter et potentiellement se syndiquer. C'est très important puisque ça ne se fait pas beaucoup aux États-Unis et c'est en train de se faire du côté de Marvel Studios, qui va chez qui ça va voter mi-septembre. Donc voilà, ça va a priori changer pas mal de choses puisque des employés qui sont syndiqués, c'est des employés avec qui on peut pas faire tout et n'importe quoi, et on sait que chez Disney et chez Marvel, on tire un petit peu sur la corde du côté des employés des effets spéciaux. Donc c'est sans doute une bonne chose pour encadrer un petit peu leur métier. Ça bouge énormément, et c'est vrai que comme tu l'as dit, aux États-Unis c'est inédit, c'est très très rare d'avoir ce cas de figure, et ça va évidemment dans le sens de ce qui se passe actuellement avec la grève des scénaristes et la grève des acteurs. Voilà, on sent qu'Hollywood là est en train de peut-être, je sais pas, de se métamorphoser. Il y a quelque chose qui se passe, et j'ai très très hâte de voir ce qui va en découler. Exactement, évidemment, avec la période de grève, tout ça est évidemment concomitant, bien sûr. Parlons de Paul Mescal, puisque vous savez qu'il sera la grande star de Gladiator 2. Paul Mescal, grande star de Gladiator 2, qui va jouer avec Pedro Pascal dans le prochain film de Ridley Scott. On a une petite news qui est assez rigolote, c'est qu'il a eu trop peur d'aller parler à Pedro Pascal dans un aéroport. C'est assez rigolo, j'ai trouvé. Ouais, non, c'est ça. Pour rappel, donc Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott, avec, comme tu l'as dit, Pedro Pascal, et Paul Mescal, qui a été découvert dans After Sun, le film indépendant, et aussi la série Normal People, a déclaré dans une interview pour Esquire: j'étais trop effrayé pour aller le voir, en parlant de Pedro Pascal, donc à l'aéroport de Los Angeles. Et cependant, en fait, c'est Pedro Pascal qui est venu vers lui, et Mescal le décrit comme étant sincère, et il déclare: j'ai hâte de passer du temps avec lui. Mais au-delà de ça, il parle aussi du film, en fait, Gladiator 2, qui est un peu un film bizarre, parce que dans l'idée, on l'attendait pas forcément après la fin du 1. C'est ça. Et il en dit un tout petit peu plus, il dit: je ne peux pas vous dire à quel point je suis stressé quand je parle de ce film en particulier, parce qu'il s'agit du plus gros film que j'ai fait. Je suis très excité, mais c'est difficile de s'éloigner de l'héritage du film. Je trouve qu'il est très bien écrit et qu'il rend hommage au premier, mais c'est vraiment quelque chose que je pense pouvoir m'approprier. Pour rappel, donc Gladiator 2 est actuellement en pause, comme on le disait, à cause d'une grève, donc la grève des scénaristes, mais aussi la grève des acteurs, et il est toujours prévu, pour l'instant, pour une sortie en salle le 20 novembre 2024. Ouais, pile pour Thanksgiving. Est-ce qu'il va être décalé? C'est probable. Toujours en parlant des productions qui sont potentiellement impactées par les grèves, les spin-offs de Walking Dead et les séries AMC en général, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque AMC a signé un accord avec la SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, pour continuer le tournage et terminer la production de 2 des spin-offs de The Walking Dead. Le premier, c'est The Ones Who Live, qui est donc le spin-off autour de Daryl, pas de Daryl justement, de Michonne et de Rick, qui est censé sortir en 2024. Et le deuxième, bien sûr, c'est celui avec Daryl Dixon, donc Norman Reedus, dont la saison 2 va se tourner en Europe. Et donc tout ça, évidemment, c'était important pour que ça continue à se produire, mais tout simplement, voilà, la SAG-AFTRA et AMC se sont mis d'accord spécifiquement pour ces 2 séries, plus Entretien avec un vampire, qui est aussi une série AMC qui se tourne à Prague en ce moment en Europe. L'idée, en fait, c'est que AMC est d'accord pour avancer ses productions importantes. Sur tout le reste, ils n'ont pas encore signé, ce qui est un petit peu étonnant, mais voilà. En tout cas, ça va dans le bon sens pour ces 3 séries qui sont importantes pour le catalogue de la chaîne. Et comme tu le dis, en fait, au-delà de ça, il y a aussi la confirmation que Daryl Dixon, donc The Walking Dead Daryl Dixon, aura une saison 2, avant même la diffusion de la saison 1. Donc ils font pleinement confiance à la franchise et au succès potentiel de Daryl Dixon. Exactement, ça se murmurait déjà avant la sortie. Ça fait quelques mois qu'on a des rumeurs comme quoi il est d'ores et déjà renouvelé pour une saison 2. C'était déjà le cas pour Dead City. Bon, voilà, ça nous donne une confirmation sans lettre, mais très probablement qu'après la diffusion de Daryl Dixon, on aura une confirmation officielle
que Daryl Dixon aura une saison 2, mais bon, c'est un secret de polichinelle à ce stade-là. Parlons du projet de reboot de Highlander, qui est chapeauté par Chad Stahelski, qui est notamment connu pour John Wick et John Wick 4. Ça a l'air d'avancer tout ça. Ça avance, et au-delà de ça, il y a aussi une tête d'affiche qui n'est pas n'importe laquelle, c'est Henry Cavill. Henry Cavill, c'est pas son année. On va être honnête, il a été viré de DC avec son incarnation de Superman, et puis ce ne sera plus lui la tête d'affiche de The Witcher. C'est vrai. Mais il reviendra potentiellement dans Highlander, donc le reboot d'Highlander, et le réalisateur Chad Stahelski, donc qui est responsable de John Wick 4, a déclaré au podcast Happy Sad Confused qu'il pense avoir de très bons éléments pour lancer la franchise, ou relancer en tout cas la franchise Highlander. Je le cite, le défi est que lorsque vous avez le slogan « il ne peut en rester qu'un », vous ne pouvez pas simplement tuer tout le monde dès la première fois. Je le dirai pour vous en premier, en parlant au podcast, notre histoire reprend beaucoup des mêmes personnages de la franchise, mais nous avons également intégré des éléments de toutes les séries télévisées, et nous essayons de le faire un peu comme un préquel, une introduction au premier Highlander, afin d'avoir de la marge pour développer la licence. Ok. Ça, c'est bien beau, mais on n'a aucune date de sortie et il n'y a toujours pas de tournage pour Highlander. Mais sur le papier, je vois très très bien Henry Cavill reprendre le rôle de Christophe Lambert de l'époque. Ça lui irait bien, surtout que en ce moment les combats à l'épée, il a donné côté The Witcher, donc ça serait la suite logique, évidemment. Bon, écoute, ça donne envie, tout ça. On va passer à Marvel. Marvel Studios, avant qu'on parle de DC tout à l'heure dans le podcast, Marvel Studios qui bouge énormément son calendrier, puisque la plupart de ces séries vont être décalées soit au calendrier grec, soit à plus tard en 2024. Alors ça n'inclut pas Loki saison 2, puisque Loki saison 2 arrivera toujours le 6 octobre sur Disney+. En revanche, on a Echo, qui est un spin-off d'un spin-off, dont le nom m'échappe tout de suite. Ah oui, c'est un spin-off de Hawkeye, qui devait sortir le 29 novembre et qui sortira finalement en janvier 2024. On a aussi Agatha, qui est un spin-off de spin-off, spin-off de WandaVision, qui sortira à l'automne 2024. Donc ça se retarde vraiment. Et ensuite, les autres séries que sont Daredevil Born Again, qui devait sortir au printemps 2024, Ironheart, qui devait sortir à l'automne 2024, Wonder Man, qui devait sortir on sait pas quand, et X-Men 97, qui est une série animée. Tout ça a été décalé, on ne sait pas quand, sauf X-Men 97, qui sortira à l'automne 2024. Donc Daredevil, l'attendez pas avant 2025. Ironheart, c'est pareil. Wonder Man, peut-être même 2026. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que chez Marvel, on prend un petit peu ses distances avec les séries Disney+, parce que on le sait, Bob Iger a pas l'air très très fan. Il l'a dit en interview de la plupart des productions Marvel de Disney+. Il a dit que ça avait dilué carrément la marque Marvel Studios. Visiblement, voilà, il met ses billes dans ce qu'il dit, quoi. Donc c'est... Bon, ça va sortir, bien entendu, mais plus tard. Et à un rythme beaucoup moins soutenu que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Et c'est pas plus mal. Oui, je sais pas pense. Ce que t'en penses. Mais on est clairement d'accord là-dessus. Il y a trop de séries il y a trop de Marvel, en fait, d'une manière générale. Et il y a trop de médiocres Marvel, voire de mauvais Marvel. Donc, tu peux plus faire de trucs aussi bons à la chaîne comme ça, c'est fini. Donc, là, on est bien d'accord. Est-ce que ce sera bon ou pas? Super Mario Wonder, qui sort en novembre de mémoire sur Nintendo Switch. On a eu quelques nouvelles images bien sympathiques. Alors c'est le 20 octobre. Juste. Merci. Et oui, on a eu des nouvelles images de Mario Wonder. Personnellement, j'étais pas très chaud avant de découvrir en fait ce spécial de Nintendo. Ça a été une présentation d'une petite demi-heure dans laquelle en fait ils reviennent sur tous les aspects du jeu, que ce soit le gameplay, les graphismes, etc. Et donc 38 ans après le premier Super Mario Bros qui était sorti sur Nintendo NES, Mario revient dans une aventure qui s'intitule donc Super Mario Bros Wonder, avec évidemment le scrolling horizontal, toujours les coupas sur lesquels sauter, etc. Mais plein de petits ajouts. Donc au niveau déjà du gameplay, il y a des fleurs spéciales qui s'appellent les Wonder Flowers, je crois en anglais, qui font que quand on les touche, eh bien ça peut animer des tuyaux, ça peut nous emmener dans un monde un peu différent. On a l'impression que Mario a fumé, et voilà, il a un peu pris sa drogue du royaume champignon. Et puis derrière, on pourra aussi jouer évidemment d'autres
d'autres personnages, des nouvelles incarnations aussi avec un Mario éléphant, plein de choses comme ça, et ça donne envie en fait de voir ce que Nintendo propose. Les premiers retours sont excellents, les critiques disent que c'est très très bon, il y a déjà des previews qui sont sortis, et j'avoue que ça me tente bien. Il y a aussi, petite précision, du jeu en multi. Apparemment, on pourra jouer évidemment jusqu'à 4, comme d'habitude, dans les nouveaux Mario 2D, mais aussi en fait en équipe face à d'autres équipes. Jusqu'à 12 apparemment. En fait, ce sera 4 versus 4 versus 4. Donc ça peut être intéressant de voir. Ce sera un peu en mode fantôme, si tu vois ce que je veux dire. En fait, Ouais, bien sûr. comme un contre-la-montre en fait. Donc je suis très curieux de voir comment ça peut se mettre en place. Et puis c'est un Mario, donc on sait que Nintendo en général, ils gèrent très très bien la Oui. licence et ils font jamais de mauvais jeux. Donc très content de cette présentation, et il sortira, je le rappelle, le 20 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch, à peu près à 60 balles. 60 €. Oui, ouais, comme d'habitude. Voilà. Très bien, bah merci pour ça, un petit peu de jeux vidéo dans nos brèves, c'est vrai que ça en manque la plupart du temps. On va continuer d'ailleurs avec plus ou moins du jeu vidéo, puisque The Last of Us, la saison 2, vous le savez, est très attendue. On vous a d'ailleurs fait une vidéo exclusive sur Dailymotion et sur YouTube à ce sujet, c'est Adrien qui vous l'avait préparé, et à ce moment-là, on vous disait, bah écoutez, en fait, la saison 2, il y a de grandes chances qu'elle soit décalée, parce que 1, il y a les grèves, et 2, ils n'avaient pas commencé à écrire les scripts avant que les grèves commencent. Et on a une nouvelle en fait de la part de Neil Druckmann, qui est coproducteur et qui est aussi réalisateur des 2 premiers jeux, et qui nous dit en fait que ils avaient déjà planifié toute la saison 2 et qu'ils sont prêts à partir dès le moment où la grève s'arrête. Donc ça donne un petit peu plus d'espoir dans tout ça, mais bon, je reste un petit peu circonspect là-dessus, mais visiblement, ils ont l'air de dire que ça pourrait être un petit peu plus rapide que ce qu'on pensait. Bon, on imagine, enfin en tout cas, ils avaient supposé un tournage début 2024 pour une diffusion début 2025, et nous on s'attendait plutôt à ce que ça parte courant 2025. Bon, à voir, mais tout ça c'est évidemment conditionné à la fin des 2 grèves, hein. La fin de la grève des scénaristes, évidemment, mais aussi la fin de la grève des acteurs. Donc tout ça, évidemment, il faut que les studios se mettent d'accord avec les différentes guildes, tout simplement. Exactement. Bon, mais écoute, je te propose, c'est la fin des grèves, des brèves et des grèves, quelque part. Le lapsus est révélateur. On veut nos nouvelles séries, là, on attend trop. Mais on soutient les grévistes. On soutient les grévistes, et surtout, les studios, faites pas les chiens, quoi. Allez-y, quoi. Lâchez la moula. Allez, lâchez la moula, s'il vous plaît. C'est la fin des brèves, du coup, disons-le. Je te propose de faire ton point box-office, Adrien, s'il te plaît. Yes, c'est parti. Donc, point box-office qui va être assez rapide, parce que je vais me concentrer sur 3 gros films. Évidemment, comme d'habitude, on va commencer par Barbie, parce que c'est quand même le phénomène de 2023, qui, à date, donc là on est le 4 septembre, cumule 1,38 milliard de recettes dans le monde, 1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Donc évidemment, c'est le meilleur score de 2023. Il a enfin battu Super Mario Bros, le film, qui était lui à 1,36 milliard. Ça en fait le 4e meilleur score depuis la pandémie, et apparemment, d'après les premières analyses, le cap des 1,45 milliard de dollars de recettes pourrait être atteint d'ici quelques temps. Voilà, c'est propre. C'est juste monstrueux. De son côté, Oppenheimer, lui, atteint les 851 millions de dollars de recettes dans le monde au terme de son 7e week-end d'exploitation, dont 300 millions aux États-Unis et 30 millions en Chine. Il vient juste d'être lancé en Chine, ce qui est quand même excellent aussi. Très bon démarrage en Chine. Et donc lui, il est assuré de dépasser les 950 millions de dollars, peut-être le milliard s'il continue à performer en Chine. Il y a des chances que le film de Christopher Nolan dépasse le milliard. Donc on aurait 2 énormes blockbusters sortis exactement au même moment qui dépasseraient le milliard, ce serait juste monstrueux. 2 blockbusters qui se sont portés tous les 2 vers le haut, alors qu'on craignait justement qu'ils se tirent un petit peu dans les pattes. Et au final, tout s'est bien passé pour les 2, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et je termine par The Equalizer 3, si tu le veux bien. The Equalizer 3, qui lui prend la tête du box-office monde avec un score plutôt solide de 60 millions de dollars, dont 34 millions aux États-Unis. Donc c'est pas mal du tout pour Denzel Washington, pour une franchise qui personnellement je trouvais en bout de course quand même, enfin voilà, et donc voilà, non franchement, plutôt bon score, à voir sur la durée combien il fait, mais c'est plutôt solide. Très bien. Bah écoute, merci pour ce point box-office The Equalizer 3, qui est toujours en salle, bien entendu, en France.
Yes. On va continuer avec la grande discussion de cet épisode. Vous savez qu'on aime bien faire une discussion, un gros sujet, quelque chose comme ça. Et là, ça n'a pas forcément trait à une news, à une actualité, mais plus à quelque chose de plus global en fait. Ça fait 1 an que DC Studios n'a pas réalisé un succès au box-office. Quand je dis 1 an, c'est depuis Black Adam, facile. Black Adam, ça n'a pas remporté le succès qui était escompté. Shazam 2, bon, c'est encore pire. The Flash, c'est vraiment très très décevant par rapport à ce qui était attendu. Et Blue Beetle, qui peine à arriver aux 100 millions de dollars et qui va très prochainement arriver sur HBO Max en streaming aux États-Unis. Donc ça, c'est pour vous montrer, si vous voulez, l'ampleur du désamour, peut-être, je dirais, entre le box-office et le public et DC Studios, qui parallèlement est en train de relancer en fait la machine pour 2025 avec James Gunn et Peter Safran. Est-ce que les fans de DC Comics se sont évaporés dans la nature en 10 ans? Ben, je ne pense pas. On le dit depuis longtemps hein, que DC tient plus du tout la route, qu'il y a un énorme souci au niveau de la qualité, en fait. Parce que c'est pas forcément la quantité, hein, comme chez Marvel, où il y en a trop. C'est juste qu'il y a un énorme problème de la part de DC pour fédérer une communauté. Comme à l'époque de Man of Steel, comme à l'époque peut-être du premier Wonder Woman, qui quand même avait réussi à réunir les foules. Mais moi, j'aimerais revenir. Ce qui nous a poussé en fait à avoir cette discussion là tous les deux ce soir, c'est une déclaration de David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad de 2016, hein, donc le pire. Suicide Le Squad, moins pour ceux bon qui des l'ont deux. vu. Le moment des deux, en même temps, c'était pas très difficile de faire mieux que celui-là, qui a répondu en fait à une question du Hollywood Reporter, à savoir où sont passés les fans de DC, comme tu l'as dit, et comment en fait on peut faire de meilleurs films de super-héros. Et lui, il répond facile, laissez les réalisateurs avoir leur vision. Ne fonctionnez pas par peur, soyez audacieux, regardez ce qui marche, ne suivez pas le marché. DC a toujours eu les meilleurs personnages dans ses publications, le label est sombre, intense et réfléchi. Donc en fait, lui, sa réaction, en fait, c'est de dire, ils m'ont pas laissé la marge de manœuvre pour faire mon film. On le sait, hein, ça a été cuté dans tous les sens son Suicide Squad. Ils l'ont transformé en comédie parce qu'à l'époque, en fait, les Gardiens de la Galaxie en face cartonnaient. On sait que James Gunn avait réussi à faire un film de super-héros, voilà, avec plein d'humour, et donc ils se sont dit, nous aussi, chez DC, il nous faut ce genre de super-héros. Et malheureusement, en fait, tu fais pas un film sombre, tu le transformes pas au montage en film de comédie, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est très compliqué. Après, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Les gens ont perdu confiance, je pense, un peu en DC Comics. Et puis DC Comics a perdu, enfin DC Studio plutôt, a perdu je sais pas, la recette. Même si, est-ce qu'il l'avait déjà de base? Je suis même pas sûr en fait. T'en penses quoi, toi? J'ai longtemps dit dans le podcast que pour moi, DC et Warner ont voulu brûler les étapes dans ce grand projet qui était celui d'émuler en réalité le Marvel Cinematic Universe, mais avec, on va dire, 5 ans de retard, puisque Man of Steel s'est sorti en 2013. Et Man of Steel s'est sorti en 2013, et du coup, c'est vrai que Iron Man, c'était 2008, quoi. Bah, a toujours eu ce train de retard qu'ils ont jamais réussi à rattraper. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient pas les armes, en réalité. Ils ont eu très vite une vision, qui est celle de Zack Snyder, qui va poser problème plus tard dans l'univers d'ici, à mon sens. C'est que, en réalité, si ce n'est pas Zack Snyder derrière, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que, en fait, il y a une patte très très marquée tout de suite, ce qui était évidemment un bon choix pour se démarquer de Marvel Studios, mais qui ensuite a posé problème dans le sens où tout ce qui n'était pas réalisé par Zack Snyder, ça ne faisait pas les succès escomptés, en dehors de Aquaman, et c'est à peu près tout en fait. Oui, non, ouais, entièrement d'accord. Donc, est-ce que ouais, c'est Snyder en fait pour toi qui a un peu
enterrer la recette d'ici sans vraiment le vouloir en fait. Je pense pas. En fait, c'est pas la faute de Snyder. Je pense que ensuite c'est peut-être le public qui a un peu trop attendu la même chose tout le temps. Parce que c'est vrai que du côté de Marvel, c'est très très uniformisé, quoi. Ah oui, 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 Et donc du coup, on s'imaginait à avoir toujours la même chose. Et moi, pour moi, le problème originel, il est que Man of Steel c'est 2013 et Ouais. Justice League c'est 2016. 2017 même, je crois, non? Ouais, donc Ouais. tu vois, 3-4 ans pour sortir un univers cohérent, unifié, dans lequel on fait un crossover à marche forcée. Donc le crossover, c'est évidemment arrivé à Avengers en très peu de temps. Ah, mais ça me choque pas parce qu'en fait, à l'époque, Iron Man 2008, Oui, Avengers 2012, 4 ans. Avengers c'est 2012, t'as raison. Et je Mais crois qu'il y a 6 films au total, oui, alors déjà, il y a avant plus de films. Avengers. Et bien sûr, il y a plus de films, mais surtout, ils ont pris le problème à l'envers. Ouais, Et c'est qu'ils ont fait un perso, oui. un film, un perso, et ensuite ils sont arrivés au climax qui est justement la réunification de tous ces persos ensemble. Exactement. La réunion de tous ces persos ensemble. Là, c'est l'inverse en fait, parce qu'ils ont fait quelques films ensemble. Mais en fait, Aquaman n'avait pas encore eu son film. Non. Wonder Woman avait à peine eu son film. Cyborg, il a jamais eu son film. Non. The Flash, on l'a eu là cette année. Voilà, donc en fait, on avait eu que et Batman, c'était Batman versus Superman, donc c'était pas vraiment le film de Batman. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est compliqué de faire un crossover si derrière t'as pas introduit tes persos, quoi. Voilà. Moi, Cyborg, j'en avais rien à cirer. C'est Je ça. le connaissais pas. The Flash, il est cool, mais parce que heureusement que le perso est cool, quoi. Mais sinon, ouais, c'est compliqué. Et au-delà de ça, donc ça c'était pour le côté vision très marquée qu'on a ensuite vraiment dilué plus tard, et pour le fait qu'on s'est vraiment précipité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, c'est qu'ensuite cette vision du côté production, on l'a complètement abandonnée parce que ça marchait pas assez. Et donc du coup, en fait, on a abandonné ça et on s'est dit, mais en fait, on va faire comme le MCU. On va faire, et c'est comme ça que c'est ce que dit David d'ailleurs, c'est que c'est comme ça qu'on a massacré son Suicide Squad. C'est que il y avait Deadpool qui venait de sortir et donc il fallait faire comme Deadpool. Sauf que le film était déjà tourné et donc ça avait aucun sens de faire Bien ça sûr. à son Suicide Squad. Alors, comme le dit Manès dans le chat, je trouve qu'il force un peu beaucoup avec la higher cut depuis des années. Oui. Parce que justement, il y a eu le mouvement Snyder Cut et ça, c'est un autre problème. C'est que en fait, il y a une telle polarisation des fans autour de tout ça. Et je trouve qu'il y a une toxicité aussi sur certains de ces mouvements qui est un peu complexe. Oui. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lève le petit doigt et qui a de près ou de loin quelque chose en rapport à dire autour de DC Studio et tout, c'est toujours des vagues de merde. Et honnêtement, avec les hashtags qui vont bien sûr, hein, en mode release de Snyder Cut, ou vendez Zack Snyder's Justice League à Netflix, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est rigolo, jusqu'à ce que ça devienne chiant. Ouais. C'est trop, c'est too much, bien sûr. Voilà. Non, c'est too much. Là-dessus, on est d'accord. Et même si je suis curieux de voir la Ayer Cut, si elle existe, je suis même pas sûr qu'elle existe, hein, cette version de Suicide Squad. Pour une raison simple, c'est parce que la semaine dernière, j'ai vu Fury de David Ayer, que j'avais jamais vu, avec Brad Pitt, et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et en fait, j'ai compris pourquoi il l'avait embauché sur Suicide Squad. Et c'est vrai que tu vois pas du tout le réalisateur, tu vois pas sa patte dans Suicide Squad quand t'as vu Fury juste avant, quoi. Quand tu te dis que c'est ce mec-là qui a fait ça, ouais, c'est très bizarre qu'il ait été embauché pour ce projet-là. Si derrière tu le transformes en grosse comédie un peu potache. Et donc je suis assez curieux quand même de ce point de vue-là. Évidemment, la fanbase, tu l'as dit, est toxique, mais bon, ça, c'est pour beaucoup de licences, beaucoup de franchises, hein, c'est souvent le cas. Le problème, c'est quand les studios écoutent la fanbase à ce point-là, quoi. On a eu le problème avec Star Wars aussi, on a eu voilà, c'est là où David Ayer est intéressant quand il dit qu'il faut pas forcément écouter, trop s'écouter même, tu vois, les studios s'écoutent beaucoup, quoi. Ils voient que ça marche, on continue, quoi. Mais non, ça marche pas, c'est pas parce qu'en face, le voisin fait ça, que chez toi, ça va marcher aussi, quoi. C'est vrai. Il faut faire la part belle aux auteurs, il faut essayer des choses, il faut tenter, mais évidemment, quand tu tentes, tu perds de l'argent aussi parce que tu fais des erreurs et le public répond pas forcément présent, quoi. On est aussi dans une industrie qui est extrêmement frileuse et qui n'aime pas tenter des choses parce que tout coûte tellement cher que quand tu tentes quelque chose à 250 millions de dollars
et que tu fais du coup 200 millions pour ne penser qu'à The Flash par exemple, c'est compliqué. Ouais. On estime que tous les films là qui sont sortis en un an et ceux qui vont sortir, à savoir Aquaman 2, ça a coûté entre 1,1 et 1,2 milliard à Warner Bros. Et que le seul moyen qu'ils récupèrent leur argent, c'est que Aquaman 2 fasse plus d'1 milliard au box-office. Ce ne serait pas le cas. Bah j'imagine pas. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'ils sont très contents, Warner, d'avoir Barbie là en ce moment. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ils ont quand même le meilleur film, enfin le meilleur film, le film qui a fait le plus de recettes au box-office en 2023. Je pense que t'es très heureux. Ah bah oui. Mais oui, non, là évidemment, ils sont en chute libre côté super-héros. Est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé au même niveau côté Marvel, hein? Tu sens bien que la machine commence à coincer, que plus tu mets d'enjeux dans tes films aussi, il y a ça. Il y a un côté, en fait, ils mettent tellement d'enjeux dans leurs films qu'au bout d'un moment, le public, il est lassé. Parce que ils ont sauvé l'univers 10 fois. C'est vrai. Bah, ils vont pas sauver plus que ça, quoi. C'est fini, en fait, tu peux pas aller plus loin que ça, quoi. Donc en ce moment, on a le multivers, c'est cool. Et encore, les gens sont lassés, là, se sont lassés du multivers très très vite. Bah, la phase 4 du MCU... c'est compliqué, hein. Mais même chez DC, il y a du multivers, même partout, quoi. Et tu te dis, ok, et après le multivers, on fait quoi, les gars? Ça va être complexe un peu niveau histoire, en fait. C'est un problème aussi d'histoire. C'est un problème de qu'est-ce que tu proposes aux gens, quoi. Bien sûr. C'est pour ça qu'un film comme Joker fonctionne mieux, je pense. Parce qu'il y a un côté film noir, un peu polar. Évidemment, bah, c'est plus original de le mettre dans un carcan de super-héros plutôt que d'en faire juste une histoire bête et méchante d'un tueur, tu vois, versus Batman. On en revient à la vision. Et pour moi, c'est clé. Sur le lancement du DC Universe, je pense que Warner et DC avaient fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire confier les projets à des gens qui avaient des visions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Batman de Matt Reeves et le Joker de Todd Phillips. Il y a quelque chose, en fait. Derrière, il y a une envie de réalisation, il y a une envie de scénario, et je pense que c'est important, puisque les scénarios, depuis, ça fait 3 ans, je pense, qu'on bouffe de la merde, en fait, sur la plupart des productions, que je parle de DC, mais je parle du MCU aussi, hein. C'est pareil. Il y a... En fait, la surproduction engendre des scripts médiocres qu'on va quand même produire parce que il faut donner à manger à Disney+, il faut donner à manger à HBO Max, et en fait, on n'y arrive plus. La preuve, on en a parlé tout à l'heure dans les brèves, Disney+, ils sont en train de décaler tous leurs trucs parce qu'il y en a trop et qu'ils n'arrivent pas à faire des trucs corrects, quoi. Donc, et puis c'est pas que Disney+, c'est aussi Netflix, c'est aussi les autres plateformes. On arrive à un point, je pense, peut-être de rupture entre le public et les plateformes. Et les studios aussi en général. Il y a vraiment un moment où là, tu sens que les gens s'en rendent compte, ils sont gavés. Ils sont gavés de contenu, et nous, on le dit depuis très longtemps. Hein. Mais on est aussi les premiers consommateurs, parce que dans l'eau, évidemment, sur 10 merdes, et bah, il y en a peut-être une qui est sympa, tu vois, donc on va la regarder. Mais ça fait 10 merdes quand même. C'est pas, le ratio est pas fou, quoi. Donc c'est compliqué, mais eux, ils s'en foutent. Parce que leur politique, c'est pas ça. Leur politique, c'est pas de créer de la qualité. Leur politique, c'est de créer de la quantité. Et donc, à partir de ce moment-là. Et surtout des dividendes pour les actionnaires. Oui, voilà, c'est de faire du fric. C'est capitaliste plus. Ils sont branles, total. Mais nous, derrière, on est les premiers consommateurs aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on a le droit peut-être de dire, bah, on paye 15 balles par mois. C'est pas si cher quand tu y penses, hein, 15 balles. Hein. Quand tu ramènes ça auprès d'un DVD ou d'un Blu-ray, c'est sûr. Voilà. Mais on a quand même le droit de dire, bah non, on aimerait quand même avoir un peu plus de scénar, un peu plus de vision, comme tu dis, voilà, un peu plus de... Je sais pas, ouais, c'est sûr. Et pour revenir du coup à l'état actuel de DC Studios, donc on a fait un petit peu le récap vite fait de, allez, on va dire 6 années de DC Studios, et là le vrai point de rupture, c'est 2022, où on te dit, bah en fait on va recommencer de zéro. Et à partir de là, comment tu peux imaginer que la suite des productions qui sont entre deux chaises, c'est-à-dire que bah, c'est l'ancienne équipe de production qui les avait pensées, et en attendant 2025 avec le renouveau avec James Gunn et Peter Safran, comment tu peux t'imaginer que ces productions-là, elles vont attirer les gens? Puisque c'est bon, les gens ils sont au courant en fait que The Flash il aura pas de suite, que Aquaman 2 il aura pas de suite, que Blue Beetle, bon on te dit qu'il est intégré au nouveau DC Universe, mais personne n'en pense un traître mot. Tu vois, c'est... Ouais. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre tout ça. Ils ont lâché la rampe, clairement. Ils l'assument pas, c'est ça qui est dommage, parce qu'ils ont encore des merdes à vendre, donc forcément ils vont rien dire. Je pense que après la sortie d'Aquaman 2,
Là, ils vont se focaliser sur le nouveau DC Studio, donc de James Gunn et Mm. Safran. Faut pas oublier qu'il y a Zaslav derrière aussi, hein, Bien sûr. qui est quand même un immonde personnage qui lui pense vraiment qu'au fric et Ouais. donc patron de Warner. Et donc c'est compliqué ouais, de communiquer comme il faut sur la nouvelle vision de James Gunn. Et puis c'est un pari aussi, hein. Ça reste un pari, on ne sait pas si la qualité sera au rendez-vous, hein, parce que James Gunn il est sympa, mais c'est pas non plus Kubrick, hein, faut pas déconner. Donc non mais c'est vrai, on se touche un peu sur James Gunn, il fait des films cool, mais c'est pas, tu vois, un énorme réalisateur. Ouais. Donc ouais, je suis très curieux, j'ai hâte évidemment de voir ce qui va se passer, mais moi j'en ai marre en fait des super-héros. Je crois que j'adore ça hein, dans l'idée, mais au cinéma j'en peux plus quoi. Je crois que là j'ai plus de propositions Ouais. cool depuis un bout de temps, hein. Il y a un manque d'inventivité en fait qui est assez Ah ouais. criant. C'est qu'ils ils savent plus. En fait, ils ont plafonné à Endgame, tous. Mhm. Et maintenant, comment on fait? On est obligé de redescendre les enjeux. Mais du coup, tu redescends les enjeux, tu changes de personnage pour repartir de plus belle vers une autre équipe. Mhm. Le problème, c'est que toute cette phase-là, elle va forcément être bâtarde puisque les gens s'en tapent. Eh oui. Et donc du coup, alors, et je te le donne en mille, phase 6, phase 7, on va avoir la nostalgie des anciens Avengers. C'est sûr. Oui, oui. Et C'est sûr. ils feront sûrement revenir un Donnie Junior C'est évident. dans un film pour la déconne ou un Ouais, Captain America c'est parce qu'ils sûr. en ont besoin. C'est sûr. Ouais. Et donc pour le nouveau DC, il y a aussi le fait que, bon, évidemment, The Flash, c'était compliqué de promouvoir avec Ezra Miller, qui a eu beaucoup de problèmes depuis 2020 dans les tabloïds, etc., avec la justice. Ça, c'est compliqué. Derrière, ensuite, t'as James Gunn qui dit lui-même que The Flash, c'est le meilleur film de super-héros ever. On l'a tous vu sur pièce, et c'est pas le cas. Ouais. Je sais pas, ça c'est étrange, hein. Parce que c'est pas le seul à avoir dit ça, hein. Stephen King aussi avait dit ça et tout. J'ai pas compris. Même Tom Cruise a dit c'est génial, ça va faire revenir les gens en salle. Tu fais, mais les gars, vous avez fumé, waouh, vous avez vu le même film. Je sais pas. Ils ont dû voir un film monté différemment parce que. C'est possible. C'est bizarre. Hein. J'ai du mal à comprendre cette espèce de petite vague de positivité autour de The Flash. Évidemment qu'il y a du positif à dire de The Flash, on l'a dit nous-mêmes dans le podcast, mais pas à ce point-là quand même. Ah non, faut pas déconner. Donc ouais, c'est... Et puis du coup, sur le bouche à oreille, c'est compliqué d'assumer ça derrière. Donc voilà, pour moi c'est un peu tout ça qui fait que c'est une tempête un peu parfaite pour DC Studios, c'est que y a, en fait à tous les étages il n'y a aucune décision correcte qui a été prise quoi. Ouais, non mais entièrement d'accord. Mais en tout cas, il va falloir patienter avant de découvrir cette nouvelle vision. Et puis en attendant, oui, DC Studio va devoir prendre son mal en patience. Et nous, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal aussi, hein, parce que ça nous permet peut-être de respirer un peu côté super-héros au cinéma. Et puis, ça donnera peut-être envie aux gens de découvrir d'autres formats, je sais pas, tu vois, autour des super-héros, parce qu'il n'y a pas que des blockbusters pour parler de super-héros. Bien entendu. Ouais. Oui, non, mais tout ça, je pense que c'est nécessaire pour qu'ils se rendent compte que en fait la surproduction ça a un coût aussi créatif évidemment mais financier puisqu'a priori c'est un peu ça qu'ils comprennent quoi. Et ouais. Donc voilà, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire autour de ce sujet là? Non, je pense qu'on a fait un bon tour, mais ça reviendra évidemment dans les prochaines émissions. On sera pas sans en reparler, puisque vous savez que DC Studios, c'est un des trucs qui a un peu lancé Pop News l'an dernier. Ouais. Donc évidemment, on va continuer à suivre tout ça avec intérêt. Et puis, bien sûr qu'on ira voir les films quand ils sortiront. Et puis, l'air de rien, Superman Legacy, on va suivre avec intérêt quand même, parce que c'est très important. Et ils vont certainement encore avoir un problème de battement, c'est-à-dire que les productions qui sont annexes au DC Cinematic Universe, je pense à Batman 2, je pense à Joker 2, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? C'est compliqué aussi en termes de message de dire que le Batman 2, c'est pas le Batman de James Gunn. Ouais, ça me dérange moi. Parce que dans les comics c'est le cas, et au moins ça offre une pluralité et une diversité aussi. Et pour le grand public, je maintiens que c'est compliqué pour le grand public, honnêtement. Ouais, mais tu vois, le grand public, il se dit pas, tiens, celui de Heath Ledger, le Joker de Heath Ledger, il fait bien la différence entre celui du Dark Knight et celui de Joker, le film, tu vois. Donc, je sais pas. Après, ils sont très espacés, les films. En vrai, les gens se poseront pas la question tant que les films seront bons et que les gens leur diront d'aller les voir, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est très C'est ça. facile de dire ça, mais en vrai, je pense que c'est pas si déconnant de proposer plusieurs super-héros, en tout cas la même pas la même itération, mais en tout cas le même personnage, avec plusieurs itérations différentes. Ouais. Moi, ça me dérange pas, quoi. C'est fait dans les comics, c'est fait dans les romans, c'est Oui. fait dans plein de choses. Pourquoi pas le ciné tant que c'est bon, quoi, tant que Ouais. c'est bien fait. Tant que c'est clair pour tout le monde, mais le problème c'est qu'on a une telle vague de crossover et de trucs, on te met du multivers, donc les gens se disent ah mais du coup dans le Joker 2 on peut peut-être avoir le Batman de Robert Pattinson et peut-être qu'on peut avoir le Flash de Ezra Miller. En fait tu t'envoies tout le temps des signaux différents à tout le monde quoi. Bien sûr, ouais, c'est Donc la com en fait qui est pas bonne, c'est la communication qui est pas bonne. tant que c'est clair pour tout le monde en fait et que les films sont bons, il y aura pas de problème avec le bouche à Voilà. oreille, il y aura pas de problème pour remplir les salles à mon avis. Ouais, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Voilà pour cette discussion cette semaine. On va faire vite fait le radar des sorties de la semaine. J'ai une sortie salle à vous conseiller, c'est ce 6 septembre, j'allais dire 6 novembre, je sais pas pourquoi, j'ai j'ai fait un bond dans le temps, tel The Flash, tel Barry Allen. Le 6 septembre, on va voir le château solitaire dans le miroir, c'est de la Japanimation. Le pitch, c'est le miroir dans le chambre d'une jeune fille qui se met à scintiller un jour, et quand elle le touche, elle traverse ce miroir, et elle va découvrir un univers de contes de fées avec un loup qui lui la met au défi et elle aura 1 an pour réaliser ce défi. Ça a l'air sympathique, ça arrive en France via Eurozoom qui est pas le premier pour diffuser de la Japanimation en France et souvent ils ont du bon goût. Donc honnêtement, moi j'irai voir ça en salle puisque j'ai pas grand chose à aller voir en salle en ce moment et ça me manque un peu. Tu peux rappeler le nom ? Ouais, ça s'appelle Le Château Solitaire dans le Miroir et ça sort le 6 septembre au cinéma. On dirait un titre généré par un générateur de noms d'animés random. Un peu. Mais je pourrais mettre ce que tu veux dedans. Mais j'irai le voir et je vous dirai ce que ça donne peut-être la semaine prochaine si ça sort sur Tour déjà. et voilà, parce que ça c'est un autre problème. En streaming, on a la saison 5 et la saison finale de Top Boy sur Netflix le 7 septembre. Prochain, c'est toujours une saga sur le crime londonien et c'est une série qui avait été ressuscitée par Netflix après 2 saisons sur Channel 4 et en 2019 ils avaient lancé la saison 3 et voici la saison 5 du coup qui est la dernière. À voir si vous aviez déjà vu les 4 premières saisons. Sur Prime Video vous avez Sentinelle, on va dire une série humoristique campée par Jonathan Cohen. Un film humoristique campé par Jonathan Cohen. Ça sort le 8 septembre sur Prime Video et le pitch c'est François Sentinelle qui mène une double vie. Et il est un flic sur l'île de la Réunion le jour et il a un autre métier. C'est chanteur de charme. Voilà. Donc on a déjà eu un extrait de Jonathan Cohen qui chante en François Sentinelle. C'est assez rigolo. Bon, voilà. Si vous aimez Jonathan Cohen, il y a moyen que ça vous plaise. Ouais, apparemment c'est plutôt pas mal et ça ressemble un peu à Hot Shots. Comment y a-t-il un flic pour sauver la reine, tous les films des as de l'époque, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Donc pourquoi pas, je suis chaud. Sur Prime Video, donc, le 8 septembre. Et sur Canal+, sortie SVOD, Scream 6, qui arrive, du coup, le 9 septembre avec Jenna Ortega, bien sûr, et Courtney Cox, en retour. Je crois que le film avait été plutôt apprécié par les amateurs de la saga, donc pourquoi pas. Si ça vous parle, je vais parler un petit peu jeux vidéo, puisque pourquoi pas. Il y a 3 grosses sorties cette semaine, alors qui est déjà sorti en accès anticipé, c'est Starfield le 6 septembre pour tout le monde, sur PC, sur Xbox Series X et Xbox Series S, mais aussi sur le Xbox Game Pass en abonnement. Du coup en gratuit entre guillemets si vous êtes abonné. C'est un jeu Bethesda, c'est un peu pour résumer le Skyrim dans l'espace. Les critiques sont pas forcément dithyrambiques, donc renseignez-vous peut-être sur le jeu avant de l'acheter, mais vous pourrez le tester si vous êtes abonné Xbox Game Pass sans surcoût du coup. Donc pourquoi pas. Le 6 septembre également, et ça pour le coup je peux vous le recommander, c'est Baldur's Gate 3 qui sort sur PlayStation 5, c'est déjà sorti sur PC début août. C'est un jeu de rôle sur ordinateur, typique un petit peu de l'ancienne garde en fait. C'est un studio qui s'appelle Larian Studio qui est auteur de Divinity Original Sin 1 et 2 qui reprend un petit peu ce moteur là et qui fait un troisième épisode à Baldur's Gate. C'est dans l'univers de Donjons et Dragons et c'est incroyable. C'est en fait on a rarement fait un RPG avec autant de soin
Et d'amour. récemment. Et pour les amateurs de Donjons et Dragons et pour les amateurs de RPG, c'est un incontournable absolu. Voilà, je vous en reparlerai certainement dans une reco prochainement. Mais j'ai déjà fait 20 heures de jeu en une semaine, donc Ah, bon, voilà. pas mal. C'est pour vous dire. Et dernier, alors c'est rien à voir, c'est NBA 2K24 qui sort le 8 septembre également, un petit peu partout. Comme toujours, c'est la mouture du jeu de NBA avec la licence officielle. Voilà, sur PS5, sur Xbox Series, sur PC j'imagine, enfin bref, un petit peu partout. Attention par contre, beaucoup de microtransactions dans les précédents épisodes, donc faites attention si vous êtes assez friand de ce genre de truc, puisque ça peut vite chiffrer. Ouais. Voilà pour le radar des sorties de la semaine. On n'a plus qu'à vous parler de nos recos cette semaine. Et j'ai envie de te faire commencer, puisque j'ai déjà beaucoup parlé avec le radar des sorties, je te propose de nous faire ton récap, de nous dire ce que tu as pensé de One Piece sur Netflix. Ouais. Bah alors, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vraiment apprécié One Piece en live action sur Netflix. C'est sorti là jeudi dernier. J'étais même très frileux quand j'ai regardé la bande-annonce la première fois qui a été diffusée il y a quelques mois. Je fais voilà, c'est pas pour moi. One Piece, j'ai jamais lu le manga. Je suis tombé sur l'animé une ou deux fois. Ça a l'air sympa. Je sais que de réputation c'est incroyable, hein, One Piece, mais j'ai jamais pris le temps de me plonger dedans. Et puis par curiosité, j'ai regardé le premier épisode et j'ai fait eh mais c'est pas mal en fait. C'est quand même très sympa, même niveau effet visuel, c'est plutôt très bien foutu. Et donc je mate la série et je continue, je mate l'épisode 2, je fais mais c'est même plutôt très cool niveau histoire, la narration est super et je commence un petit peu à regarder sur internet, à checker les comparaisons en fait entre le manga, l'animé et puis live action. Et en fait je me rends compte qu'apparemment c'est ultra bien fait, même les fans du manga et de l'animé sont convaincus par l'adaptation live action. Et en fait c'est une très bonne saison en 8 épisodes. Donc pour l'instant il n'y a que 8 épisodes, il n'y a qu'une saison. Mais j'ai vraiment apprécié, l'univers est super. Bon, pour ceux qui connaissent pas One Piece, je le résume en 2 secondes. C'est Monkey D. Luffy, donc qui est un homme élastique parce qu'il a mangé un fruit du dragon qui s'appelle Gum Gum Fruit, qui lui permet en fait d'étirer son corps à l'infini. Et qui veut devenir le plus grand pirate de tous les temps. Je sais plus comment il le dit exactement. Enfin, Le roi des pirates. Le roi des pirates, merci, le roi des pirates. Et pour ça, il lui faut un équipage, et donc il va recruter du monde au fur et à mesure de ses aventures. Donc Zoro, Roronoa, Zoro, Nami, etc., une navigatrice. Et en fait, on suit leurs aventures. Ça avance super bien. C'est un shonen, évidemment, comme Dragon Ball, comme on avait l'habitude de regarder à l'époque, avec des ennemis de plus en plus puissants. Et puis eux, ils développent des attaques de plus en plus puissante aussi pour contrer ses ennemis, et donc c'est super cool, c'est super friendly, il y a quand même des scènes ultra touchantes et c'est très bien fait. Franchement j'ai été convaincu, et à tel point qu'après avoir fini la série, je suis allé acheter les 3 premiers tomes de One Piece à ma librairie, et j'ai fait merde, le marketing de Netflix a surfonctionné sur moi. Ouais. Et ben là je suis plongé dedans et j'adore en fait, c'est vachement bien, et je regrette de ne pas avoir commencé One Piece il y a quelques années. C'est ce qui s'était passé, rappelle-toi, pour The Witcher à l'époque, hein. La première saison était sortie et puis tout le monde s'était rué sur le jeu vidéo. Donc c'est un peu ce qui se passe là. Et en fait, moi, mon baromètre, c'est que pensent les amateurs du manga et de l'animé, de tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous plus ou moins assez d'accord pour dire que c'est surprenamment bon. Pour une adaptation, alors évidemment il y a eu d'autres adaptations de manga et d'animé au cinéma et sur les plateformes, mais là pour un shonen, c'est vrai que c'est extrêmement bien adapté apparemment, d'après les fans quoi. Bon, on prend ça Dragon Ball Evolution, c'était horrible. Death Note, on n'en parle même pas. Bleach, c'est compliqué. Enfin bref. Bleach est compliqué et tout, voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris en fait, c'est que tu me dises, moi en tant que non lecteur et en tant que non visionneur de l'animé, c'est accessible pour moi et ça me plaît tellement que j'ai envie d'acheter les mangas quoi. Et ça, l'air de rien quand même, c'est un signal qui est très positif quoi. Ben ouais, parce qu'en fait, tu sens qu'ils ont pris. Déjà, faut préciser aussi que Eiichiro Oda, donc le mangaka qui a créé One Piece, a bossé en collaboration sur la série avec les créateurs de la série. Et à tel point qu'apparemment, il voulait pas que la série sorte tant que c'était pas exactement dans l'esprit du manga et de l'animé, quoi. Donc ça aussi, tu sens que derrière, ça rassure. C'est pas une adaptation faite à la va-vite. Et puis même, en plus de ça, ils ont lâché les thunes. Hein. Franchement, ça leur a coûté. Je vais pas sortir
sortir les chiffres, mais c'est vraiment, ça leur a coûté des millions et des millions. Au moins dans les 20 millions par épisode, peut-être, je sais plus. Ah, quand même. C'est une connerie. Ouais, non, vraiment, c'est une série qui a coûté un fric monstre, et donc ça se voit à l'écran aussi, quoi. Les effets spéciaux sont super propres. Donc, ouais, non, très très bien. Bon, bah écoutez, je la conseille. Il y a quand même peu de risques qu'ils aient pas de saison 2, hein, du coup, oui, il y a des chances sur Netflix, comme on le disait en tout début d'émission. Mais ce qui est cool, c'est que bah, c'est sans doute parce que c'est mérité, quoi. Oui, clairement. Donc, bah, moi, ça m'a rendu curieux tout ça. Moi pareil, mais j'ai lu ni le manga ni regardé l'animé parce que bah en fait j'ai beaucoup de mal, il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de mangas, il y a trop d'épisodes, c'est trop compliqué à s'y mettre et donc du coup bah quand il y a trop j'ai du mal à me lancer dedans. Et donc du coup peut-être que c'est une bonne porte d'entrée à cet univers là, donc bah écoutez, je me laisserai sans doute tenter. Et je termine juste là-dessus parce que voilà, après on passe à ta reco, mais pour avoir vu la première saison qui couvre quand même bonne quarantaine de chapitres, je pense, du manga, ils accélèrent hein, quand même, tu le sens, hein, des fois, ils ont besoin, pour la narration est différente aussi, hein, dans une série. Et bien, en ayant lu les 2 premiers mangas, ça couvre à peine le premier épisode, deuxième épisode, et tu sens en fait que c'est très fidèle. Maintenant, après avoir vu la série, tu vois le truc et tu fais ouais, c'est franchement super fidèle, mais ils ont twisté quelques phases, ils ont ramassé certains trucs pour que ça aille plus vite et que ce soit plus fluide, et en fait c'est super intelligent et ça marche très très bien, quoi. Bah ils ont raison. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire parce que t'es toujours obligé de montrer patte blanche en fait auprès des fans, et c'est un peu comme ça que tu le fais. Voilà. En montant que t'es fidèle, que t'as lu, et que t'essaies de faire des recréations un pour un, tu sais, de certains plans, etc. Il y en a, évidemment, il y en a, mais tu vois, par exemple, la rencontre entre Nami et Luffy, elle est différente dans la série. On s'en fout, c'est pas grave. Genre, ils se rencontrent et puis ils avancent, quoi. Enfin, Ok, bah super. Bon, je vous dirai ce que j'en aurais pensé peut-être plus tard quand j'aurai regardé un petit peu. Mais en ce moment, j'essayais de terminer en fait la saison 3 de The Witcher, parce qu'on le sait, c'est la dernière d'Henry Cavill, et c'est sorti en 2 parties sur Netflix cet été. Il y a eu une partie fin juin, une partie fin juillet, et c'était la deuxième partie que j'avais pas eu le temps de regarder. Et donc c'est chose faite. Et honnêtement, la saison 3 de The Witcher, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que bon, la saison 2 était déjà pas géniale, et la saison 3 elle continue un petit peu dans cette pente un petit peu savonneuse, qui est qu'il se passe des choses autour de personnages dont on se fout, et ça c'est compliqué parce que en fait le personnage de Geralt de Rive, évidemment il est intéressant, évidemment le personnage de Yennefer elle est intéressante, évidemment le personnage de Ciri c'est intéressant. Le problème, c'est que quand tu vas voir les autres, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Et donc, du coup, il y a spécifiquement un moment dans l'épisode 6 où c'est une grande bataille qui est censée être hyper impressionnante, et qui est censée avoir énormément de suspense, et qui est censée être, voilà, t'en mettre plein la vue, et en fait, tu t'en tapes. Parce que ça arrive à des personnages dont on se tape. Pas. Et vraiment, c'est très compliqué, quoi. Et c'est censé être le grand adieu à Geralt et à Henry Cavill. Et moi, je trouve que ça pêche un peu, quoi. Parce qu'en réalité, Henry Cavill et Geralt, les seules choses que t'es capable de leur faire, c'est du combat à l'épée. Alors, ils sont très impressionnants, y a pas de problème. Mais c'est un peu léger, quand même, pour un personnage principal, non ? Ok, donc tu conseilles pas du tout, quoi. Bah, je conseille pas. Moi, honnêtement, j'ai pas lu les bouquins, j'ai pas jouer au jeu parce que c'est beaucoup d'investissement. Attention. Ouais, attention. Je sais. Il faut jouer à The Witcher 3. Il faut au moins que je joue à The Witcher 3. Mais je l'ai, mais en fait, c'est un jeu qui est tellement immense que je me suis encore jamais lancé dedans. Dit-il en ayant fait 20 heures sur Baldur's Gate. Non, mais c'est vrai. Tu vois, ce genre de choses, c'est toujours les priorités, quoi. Oui. Et ce qui se passe, en fait, c'est que en tant que pur visionneur, on va dire, occasionnel, j'ai beaucoup de mal à trouver le cœur de cette série. Tu vois, c'est bien produit, il y a pas de problème. Il y a des effets spéciaux stylés, il y a des décors qui sont sympas, les acteurs ça joue plutôt correctement. Mais en fait, il est où le cœur ? J'arrive pas. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à m'attacher à tout ça. Et quand il y a des moments tragiques et quand il y a des moments où t'es censé chialer et que ça ne me touche pas, je me dis qu'ils ont raté quelque chose. Ouais, forcément. Probablement.
Ouais, forcément. Moi, ça m'avait fait ça pour les anneaux de pouvoir. Ouais, mais je comprends. Ça me Je touchait pas, comprends. tu vois. Tu vois. Ouais. Alors, moi, C'est joli, hein. ça me l'avait pas fait sur les Anneaux de Pouvoir parce que, tu vois, j'ai un affect particulier pour cet univers que je n'ai pas pour The Witcher puisque j'ai ni lu les bouquins ni joué au jeu. Mais Sûr. quelque part, ça veut pas dire que, tu vois, mon avis est moins valable que les autres. Il y a des gens qui regardent The Witcher et qui sont occasionnels et qui ont jamais joué ou lu ces bouquins. Et je pense que, enfin, moi, il me manque quelque chose dans The Witcher. Et je sais pas. Alors, je vais regarder la saison 4 probablement parce que j'ai envie de voir comment ils vont gérer l'arrivée de Liam Hemsworth. Mais ça me donne pas confiance, quoi. Tu penses qu'ils vont tenir avec la 4? Moi, je pense que ça va être la dernière. Bah, tu te rappelles d'une brève précédemment dans Pop News où on nous disait qu'il y avait déjà probablement sur les rangs une saison 5 qui serait tournée Oui. en même temps que la saison 4. Donc j'ai l'impression qu'ils y croient encore. Mais moi, il me manque quelque chose. Il me manque... bah, je sais pas où se passe l'action, par exemple, la plupart du temps. Je sais pas qui fait quoi, quelles sont les luttes de pouvoir. Alors, on te fait un truc à la Game of Thrones, mais Game of Thrones, c'est limpide, en fait, par rapport à The Witcher, quand ça se Mm. passe. Mm. Mais par rapport. C'est-à-dire Oui. que il y a des moments où, en fait, tu te dis... oui, mais pourquoi? Ok, ouais. Oui, c'est pas bien explicité. Ouais, Je donc comprends. Ouais. voilà, il me manque trop de trucs pour que je passe vraiment Après, un bon moment. tu peux aussi te dire il y en a plein qui la regardent, je pense, comme une série tranquille, enfin débile, tu vois, C'est vrai. du dimanche Mais, soir. mais Tu c'est prends une pas la tête. série, en fait, qui veut être un petit peu plus que ça, et justement, moi, je m'y retrouve pas. Ouais, ok. Ouais, elle se prend pour ce qu'elle est pas, quoi. Peut-être. Ouais, et ça se voit. Et c'est un peu dommage. Ouais, Parce que, ok. bah, ce qui est dommage, parce que t'as les valeurs de production, il y a tout ce qu'il faut. Mm. Mais je pense qu'il y a un problème dans le cœur du scénar, en fait. Ouais. Et voilà, pour moi, Bon, ça c'est fonctionne dommage. pas. Ok. Voilà pour tout ceci. On va terminer là-dessus, du coup, notre épisode de la semaine de Pop News. J'espère évidemment que tout ça, ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop News, à 20h30 le lundi, en direct sur twitch.tv/p0pnws. N'hésitez pas à follow évidemment sur Twitch, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur nos plateformes de vidéo, YouTube et Dailymotion, sur Twitch évidemment. Et puis, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas sur les applications de podcast, bien sûr, les étoiles, c'est super important. Les commentaires pour vos avis, bien sûr, c'est hyper cool. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait super plaisir. On aimerait que vous soyez encore plus nombreux. Donc, partagez à vos proches, partagez sur vos réseaux sociaux, ça nous ferait super plaisir. Et puis, bah, d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut à tous.